Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'explication liée à mon manifeste pour un demain sans enfoiré ni abbé Pierre. Sachez que si les sujets que je vais aborder vous intéressent, vous pouvez les retrouver sur mon site web ainsi que sur ma page Facebook, que j'essaie de tenir à jour des nouveautés ou de l'actualité nous concernant. Pour ceux qui ne sont pas encore allés voir ce manifeste, ces vidéos vont être réparties en 3 grandes parties qui vont parler de démocratie, de justice sociale avec notamment une grosse section dédiée à l'instauration d'un revenu de base, et enfin de réformes économiques et sociétales permettant d'atteindre un nouveau concept de société. Pour l'instant, parlons déjà des réformes politiques permettant d'obtenir plus de démocratie. Dans cette partie, 3 vidéos vont parler des 3 pouvoirs politiques, à savoir le pouvoir législatif qui devra être rendu au peuple, le pouvoir exécutif que j'estime devoir être moins politisé mais plus proche des besoins des citoyens, et enfin le pouvoir judiciaire qui devra reprendre son indépendance vis-à-vis des 2 premiers pouvoirs. Allons-y pour cette première vidéo et pour le pouvoir législatif. Accrochez-vous, il y a du boulot de ce côté-là. Bien, alors le pouvoir législatif. Alors déjà une première question qui peut paraître simple, mais que j'estime très importante. Qui dicte les lois dans notre démocratie? Historiquement, la France a longtemps été une monarchie, où les lois étaient plus ou moins édictées par un roi soumis lui-même aux seuls ordres divins. Depuis la Révolution, ce concept a fait son temps, et ce n'est aujourd'hui plus le cas. Est-ce que c'est alors le président de la République? Nous y reviendrons, mais dans la Constitution, non. Le président est le représentant du pouvoir exécutif. Son rôle est de gouverner le pays à partir des lois votées par le pouvoir législatif. Non, en France, le pouvoir législatif, donc le pouvoir de créer, modifier ou annuler les lois, est détenu par un parlement élu par les citoyens. Pour porter le concept de démocratie jusqu'au bout et à l'aide des nouvelles technologies, pourquoi ne pas imaginer un modèle politique où le peuple dicterait lui-même ses lois sans passer par des élus? Ça peut paraître un peu idéaliste, mais pas tant que ça, on va le voir. Prenons une population de 10 habitants. Dans un contexte tel que le nôtre, un personnage un peu influent pourrait profiter du silence et du désintérêt de la population pour la politique. S'il est le seul à vouloir s'exprimer, il peut alors proposer lui-même une loi, compter sur le silence des autres et la faire approuver par sa seule voix, même si cela dessert l'intérêt général. Ceci irait finalement à l'encontre du concept de démocratie. De même, élargi à une société, une minorité radicale pourrait trop facilement prendre le pouvoir sur la majorité silencieuse. Pour cette raison, il me paraît beaucoup plus raisonnable de rester dans un modèle politique basé sur des élus ayant la volonté et le temps de s'impliquer pour le bien commun. Ainsi, la population élit là où les personnes qui devront représenter ses intérêts. Ces élus se joignent ensuite à d'autres pour former un parlement censé représenter l'ensemble de la société. Au sein de ce parlement, les lois sont approuvées à la majorité des voix. Ce concept politique est semblable à celui ayant cours actuellement. Alors où est le problème, me direz-vous? Pour bien comprendre, regardons le calendrier électoral lors d'une année de présidentielle. En mai, les citoyens élisent le président de la République, personnage numéro 1 de l'État et chef de l'exécutif. Celui-ci choisit ensuite son Premier ministre et son gouvernement pour former ainsi l'ensemble du pouvoir exécutif de la nation. En juin, les élections législatives sont organisées dans la foulée pour élire les députés à l'Assemblée nationale un mois après la nomination de l'exécutif. Ce choix de calendrier politique permet de donner une majorité parlementaire à l'exécutif en misant sur l'élan de l'élection présidentielle. Cela lui permettra de gouverner de manière efficace durant son mandat. En revanche, cela permettra également de nombreux moyens de pression de la part de l'exécutif ou de son parti sur les députés afin de proposer et de faire voter des lois. Par le biais de pressions corporatistes, de menaces d'éviction ou encore par le fameux article 49.3, le pouvoir exécutif et son parti s'accaparent à la fois le pouvoir exécutif et le législatif. C'est donc un des piliers de notre démocratie, la séparation des pouvoirs, qui se retrouve mise à mal. Afin de remédier à cela, le Parlement doit reprendre l'initiative des lois et son pouvoir législatif. Les lois doivent donc à nouveau venir des députés et être inspirées du peuple via des syndicats, associations ou encore des élus locaux. De son côté, le pouvoir exécutif a l'interdiction de proposer des textes de loi. Il est en revanche en lien constant avec le Parlement afin de l'informer sur l'état de la nation et pour l'alerter sur des difficultés à exercer son pouvoir d'exécution des lois. Le Parlement devient alors le seul responsable de la législation du pays. Il aura alors une plus lourde charge qui nous obligera à le réformer en profondeur pour le rendre plus efficace et surtout plus légitime. Actuellement, le Parlement est composé de 2 chambres. La Chambre haute est composée de 348 sénateurs avec un bâtiment propre, sa propre équipe de fonctionnaires pour l'entretenir et assurer son fonctionnement, et donc bien sûr son propre budget.
La Chambre basse, elle, est composée de 577 députés, avec elle aussi son propre bâtiment et sa propre équipe de fonctionnaires pour un budget important. Nous avons donc deux assemblées au sein de deux bâtiments différents avec deux budgets, presque 1000 parlementaires et surtout un fort absentéisme lors des commissions et assemblées. Ces deux chambres se renvoient les lois sous forme de navettes afin d'y apporter les amendements qu'elles jugent nécessaires. Ce processus est long et coûteux et surtout peu efficace, puisqu'en cas de désaccord, c'est de toute façon l'Assemblée nationale et son parti gouvernemental qui ont le dernier mot. Voilà pourquoi je propose la réunification de ces deux chambres. Nous aurons alors une seule assemblée réunie au sein d'un seul et même bâtiment afin d'en limiter les frais de fonctionnement. Son budget sera réunifié. Et surtout, le nombre de parlementaires sera réduit à 500 à 600. En revanche, il leur sera impossible de cumuler plusieurs mandats et ils auront ainsi obligation de participer aux commissions et assemblées législatives. Cette réunification aura pour but de rendre le Parlement plus efficace, mais elle fera alors porter la charge législative sur un nombre de parlementaires plus réduit. Il sera donc important de les rendre plus légitimes pour représenter correctement la nation afin de lui dicter ses lois. Voyons donc maintenant comment réformer leurs élections. Tout d'abord, ce que je propose est un scrutin régional afin de coller le plus possible au bassin de population avec toutes leurs spécificités, tout en permettant une représentativité maximale au niveau national. Nous reverrons ça plus tard. Donc dans chaque région, les partis politiques souhaitant se présenter auront accès à un nombre de sièges proportionnel à la population de la région concernée. Les électeurs choisissent ainsi entre 20 et 100 députés selon la région où ils habitent. Ces élus se retrouvent ensuite au sein de l'Assemblée nationale. Cette assemblée, comme nous l'avons vu, sera seule détentrice du pouvoir législatif national. Elle devra donc être la plus représentative possible de cette nation. Pour cela, les personnes se sentant proches des petits partis devront aussi avoir leur voix portée à l'Assemblée nationale. Voyons donc maintenant comment favoriser l'arrivée de ces petits partis au Parlement. Premièrement, un fonds devra être créé pour aider au développement de ces partis locaux ou régionaux. Celui-ci devra être géré par une entité politiquement neutre au niveau national ou au niveau local. Ensuite, il s'agira de simplifier tous les obstacles qui entravent leur présentation aux élections et de se limiter simplement à une procédure basée sur le nombre d'adhérents revendiqués. Enfin, lors de l'élection, les partis ayant rassemblé un minimum de votes se verront automatiquement attribuer un siège. Les sièges restants seront ensuite répartis à la proportionnelle, comme nous le verrons dans un exemple plus tard. Le vote blanc devra également être pris en compte et supprimer des sièges qui auraient dû revenir aux gros partis. En effet, ce vote est une conséquence directe de leur incompétence à convaincre des électeurs. Il est donc normal qu'ils en soient pénalisés. Pour cela, il sera soumis exactement aux mêmes règles d'attribution des sièges que les autres votes. Je vais essayer de rendre tout ça plus concret, donc voyons maintenant un exemple avec une région de 6 millions d'habitants. Sa population lui donne accès à 50 sièges au Parlement et son seuil d'acquisition d'un siège est fixé à 30 000 voix, soit 0,5% des suffrages. Prenons maintenant 9 partis se présentant, plus un parti correspondant au vote blanc. Les votes qui leur sont affectés sont les suivants. Ceux ayant plus de 30 000 voix obtiennent donc automatiquement un siège, soit déjà 8 sièges attribués et un siège supprimé par le vote blanc. Les 30 000 voix déjà prises en compte sont alors déduites des suffrages. Les sièges restants sont répartis proportionnellement au suffrage exprimé. Voilà ce que ça donne après un simple calcul. Ces chiffres sont ensuite arrondis à l'entier inférieur afin de ne pas dépasser le nombre de sièges prévus. Si on fait le point, nous nous retrouvons donc avec un total de 46 sièges attribués, sachant que 6 sont supprimés par le vote blanc. Nous avons donc d'ores et déjà 40 députés élus, dont 8 par l'atteinte du seuil minimal et 32 à la proportionnelle. Par le jeu des arrondis à l'entier inférieur, il reste 4 sièges à attribuer. Le plus légitime selon moi sera alors de les répartir entre les 4 partis ayant obtenu le plus de voix. Le vote blanc faisant partie, nous nous retrouverons donc avec 7 sièges supprimés et 43 députés répartis, comme vous pouvez l'observer, de la manière la plus représentative par rapport au vote exprimé sur cette région. Toujours dans un but de légitimité du Parlement, comment s'assurer que les électeurs votent bien pour des idées et des programmes, et non pour des personnalités influentes, des partis uniquement contestataires, ou encore des partis s'appuyant sur des mensonges populistes.
Pour cela, l'idée serait de jouer sur les dossiers de candidature des partis se présentant aux élections législatives. Ceux-ci seront donc obligés de présenter à la fois une liste de candidats attribués à chaque région, mais aussi une liste de 5 à 10 projets de loi ou de réformes très précis et destinés à être présentés tels quels au vote du Parlement. Cela demandera donc un important travail législatif de la part des partis avant même l'élection. Bien sûr, cette liste devra être fournie en toute transparence aux électeurs pour que ceux-ci sachent à quoi s'attendre s'ils donnent leur voix à ce parti. Une fois élus, les partis ayant obtenu au moins 15% des suffrages cumulés au niveau national auront acquis suffisamment de légitimité et de même pour leur programme. Ainsi, ces textes seront présentés de manière prioritaire au Parlement durant les 5 ans de mandat des députés. De plus, ils pourront alors n'être validés que par 33% des députés, dans la mesure où le peuple lui-même leur aura auparavant donné leur légitimité. Cela donnera donc d'autant plus de responsabilité aux électeurs, qui auront tout intérêt à s'informer avec attention sur ce que proposent les partis auxquels ils envisagent de donner leur voix. Un dernier point permettra d'atteindre un niveau de légitimité maximale pour nos députés. Pour cela, il s'agira de s'attaquer à leur statut afin de s'assurer qu'ils ne s'impliquent en politique qu'avec la volonté d'agir pour le bien public et non uniquement avec des ambitions carriéristes ou financières. Premièrement, la politique doit selon moi relever de l'engagement moral et non d'un métier. Pour cela, je suggère de limiter le nombre de mandats possibles à 2 nationaux et 3 locaux, soit 5 mandats au total. Il faudra alors certainement prévoir des dérogations pour les petites communes, qui pourraient alors avoir du mal à trouver un nouveau maire. Ensuite, il faudra également réformer le statut des parlementaires avec une obligation de quitter toute autre activité professionnelle, privée ou publique. Le non-cumul des mandats devra alors être la règle. En revanche, ces députés auront obligation de participer aux commissions et assemblées prévues par le Parlement. Afin de les dédommager pour cet engagement, ils percevront une indemnité qu'ils pourront prolonger jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat, le temps de retrouver une activité professionnelle. Plus question en revanche d'obtenir ces indemnités à vie ou des droits supplémentaires à la retraite, comme cela se fait actuellement. Voilà, je vous avais prévenu que ce serait un peu coriace, j'espère ne pas vous avoir déçu. Donc maintenant, on va résumer tout ce que nous avons vu. Les grands animateurs du pouvoir législatif seront les partis. Ceux-ci seront amenés à s'appuyer de plus en plus sur des idéologies et sur des programmes précis. Il leur sera en revanche de plus en plus compliqué de compter uniquement sur des personnalités, sur le dénigrement du pouvoir en place ou encore uniquement sur des mensonges à visée populiste. Une fois au Parlement, ces partis seront seuls détenteurs du pouvoir législatif de la nation. Les plus gros partis seront donc fortement incités à tenir leurs promesses de campagne. Les petits partis, pour leur part, ne seront pas oubliés et auront toute leur place au sein de cette assemblée. S'ils ont suffisamment de points communs et de députés pour les représenter, ils pourront former un groupe parlementaire indépendant afin de défendre leurs intérêts. Dans le cas contraire, ils pourront toujours former des coalitions avec les plus gros partis pour les aider à faire passer leurs réformes, en échange de la prise en compte de certaines de leurs revendications. De cette manière, l'Assemblée nationale pourra représenter de la manière la plus légitime et la plus efficace possible les intérêts des citoyens lors de l'élaboration et du vote des lois les concernant. Maintenant que nous avons bien parlé du pouvoir législatif, que devient alors le pouvoir exécutif dans ce nouveau modèle parlementaire? Nous le verrons très rapidement dans ma seconde vidéo, ou alors vous pouvez retrouver toutes ces propositions sur mon site web ou via la page Facebook de ce mouvement pour un demain sans enfoiré ni abbé Pierre. Merci de m'avoir suivi lors de cette vidéo, bonne journée et à bientôt.